L'après-ski, une émission du Nouvelliste avec le soutien de Ski Actu. Retrouvez l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV avec le soutien de Bliblablo et Net Plus. Ski Valais. Raiffeisen, sponsor de Swisski depuis 2005. Salut tout le monde, bienvenue ici à Adelboden, étape mythique de la Coupe du Monde de ski alpin. On est au pied de la Roenis-Bergli, c'est un week-end particulier, on le sait, avec la tragédie de Crans-Montana le jour de l'an. Effectivement, Johan, les skieurs nous l'ont rappelé en conférence d'avant-course. Ils sont en pensée avec cette tragédie, avec les victimes, avec leurs proches. Mais ils nous l'ont rappelé aussi, la vie continue. Et surtout le ski continue, ils doivent rester concentrés pour performer sur la piste. Est-ce que les spectateurs sont dans ce même état d'esprit? C'est ce qu'on va voir, regardez. On a également une petite pensée par rapport au drame qui s'est déroulé la semaine passée à Crans-Montana. Est-ce qu'on le vit différemment, du coup, ces épreuves ici à Adelboden? On doit avoir une pensée, je crois que c'est normal, hein. Tout être humain est censé y penser. Par contre, on ne doit pas oublier que la fête, ça fait partie aussi de la suite. Le sport, ça amène de l'énergie positive et tout ça. Si on pense qu'au drame, on va rester derrière. On doit regarder devant. Aujourd'hui, les athlètes, ils avancent. Nous, on doit aussi être là, supporter, soutenir. Si aujourd'hui, c'est les Suisses qui gagnent, on sait pourquoi ils ont gagné, on sait aussi pour qui. Et puis, j'ai une pensée émue pour les victimes et les familles. Est-ce que ça change un peu l'ambiance ici, selon toi? Est-ce que c'est différent? Je pense qu'il y a pas mal de respect, effectivement, mais pour l'instant c'est bon enfant, donc je pense qu'on peut s'amuser tout en pensant aussi à ce qui s'est passé. On est tous, on se soutient entre nous, donc je pense que c'est important aussi de ne pas oublier un petit peu la fête et puis d'être réunis tous ensemble comme ici à Adelboden. C'est également ce que tu penses, toi qui côtoies des skieurs, comment vivre ce drame, c'est continuer à fêter en fait, en quelque sorte. Oui, exactement. Je pense qu'on est un pays très solidaire et la solidarité, on doit mettre en avant. Et puis après, sinon, effectivement, il faut aussi avancer. On a respecté ça. Puis maintenant, le sport, ça reste aussi notre échappatoire. Donc, on mise sur le sport. Nicolas, c'est un habitué. C'est la 7e saison qu'il vient ici. Comment tu vis ces courses d'Adelboden? C'est chaque fois un plaisir, hein, au début de l'année. Cette année, un petit peu particulier par rapport à l'ambiance, mais on est toujours content de retrouver nos champions ici en Suisse. Nous, on vient de Saxon, on est à 2 heures de train. Sécurité, fête, ambiance, retour à la maison le même jour, c'est parfait. C'est le combo après. Marine, depuis que tu es directrice de Ski Valais, tu n'as pas raté une édition ici à Adelboden. Non, c'est vrai, exactement. Toujours pour soutenir nos athlètes. Loïc, Lucas, Daniel demain, on est toujours là. Et aussi un peu pour faire la fête? Aussi un petit peu pour faire la fête. Estelle, c'est la 2e fois que tu viens, tu t'es fait embrigader, comment c'est l'ambiance? Oui, c'est exceptionnel, moi j'adore venir et puis Marine, elle trouve toujours les bons tuyaux, donc merci à Marine. Est-ce que c'est la première fois que tu viens à Adelboden? Hello, non, c'est la 2e. Deuxième fois, cette année, il neige, on voit que c'est quand même la fête, ça reste une étape importante de la Coupe du Monde. Oui, je pense pas que c'est le temps qu'arrêtent les gens. C'est assez exceptionnel de pouvoir voir notre équipe suisse performer, surtout en ce moment. Donc c'est une assez chouette expérience, ouais. Il y a quand même une ambiance qui est toujours folle ici à Adelboden. C'est une fête qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, peut-être en Valais à Carnaval. À Carnaval, en Valais, on retrouve beaucoup de choses. Oui. Ici, c'est clair qu'au ski, on a de la chance d'avoir des athlètes qui sont au top niveau. On voit Marco, c'est la 4e année qu'il gagne. Cette année, j'espère, la 5e. Donc c'est clair que ça garantit la fête, mais il y a une ambiance, il y a une convivialité. Il y a aussi une authenticité qu'on ne retrouve pas ailleurs. J'ai été à Kitzbühel, j'ai été à d'autres courses. À Chamonix, par exemple, l'ambiance, elle n'existe pas. Ici, il y a une culture du ski et c'est franchement fantastique. Et ça, c'est grâce, je ne suis pas chauvin, je suis valaisan, j'adore le ski, mais c'est grâce aux
suisse-allemands qui savent mettre l'ambiance. Ici à Adelboden, c'est exceptionnel. Fabrice, toi tu découvres la Ruenisbergli, c'est comment l'ambiance? Franchement, c'est fantastique. C'est la première fois. Il y a plein de monde. L'ambiance quand les Suisses descendent, c'est franchement top niveau. Et puis c'est vraiment bon enfant. Donc franchement, belle expérience. Et c'était obligatoire de porter quand même les couleurs du Valais ici. Clairement pour Loïc, pour Lucas, pour Grand Montana aussi. Donc c'est tout à fait normal. Vous l'avez compris, l'ambiance était festive ce week-end à Adelboden. Il y a quand même une minute de silence qui a été respectée avant le géant samedi, mais la vie continue. Effectivement, la vie continue et les courses ont eu lieu et les coureurs qui ont dû rester dans leur bulle, se concentrer pour performer. On va d'ailleurs débriefer des courses du week-end avec Thierry Ménet, l'un des entraîneurs de l'équipe de Suisse. Bon, on a vécu un week-end de courses magnifique ici à Adelboden. Avant toute chose, un mot sur les courses féminines à Zarenze, juste pour rappeler que Mallory Blanc a également validé son ticket olympique en descente en terminant 13e. Mais l'info chez les skieuses, c'est Lindsey Vonn, deuxième succès depuis son retour en Coupe du Monde ce week-end à Zarenze. C'est incroyable ce qu'elle réalise. Ah ouais, bravo à elle, vraiment respect. Je pense pas qu'on puisse voir ça avec Marcel Hirscher par exemple, après un arrêt de 5 ans chez les hommes, de revenir devant comme ça sur une première année. Bon, bravo, il n'y a pas de mots, c'est tout simplement très grand. Et même si la descente était raccourcie hier, elle a fait du grand ski comme elle l'avait montré à Saint-Moritz. Donc je pense qu'elle est partie pour encore faire de belles performances. Et ici à Adelboden, c'est la Ruenisbergli, l'homme de ce week-end. C'est bien évidemment Marco Odermatt, 5e succès consécutif en géant à Adelboden. Il dépasse l'entonnement, il bat les records. Comment toi tu arrives à le définir? Disons que quand on revoit la course d'hier dans des conditions dantesques, avec la météo, avec la préparation de la piste qui était exceptionnelle, on savait que après 4 victoires consécutives, il n'allait pas la laisser à Brent Steiner. Je crois qu'il a breaké Brent Steiner hier et je pense qu'il sera encore redoutable à aller chercher pour le Globe du Géant cette année. Mais ce qu'il a montré hier dans des conditions très compliquées sur les 2 manches, je crois que ça reste encore le meilleur dans cette discipline, surtout sur des parcours comme à Adelboden. C'est vraiment le plus beau géant, la plus belle piste. Et pareil, respect à Audi parce que hier il était au-dessus de la mêlée, comme on dit. Marco Odermatt, 5 succès consécutifs, 5 victoires. Ingemar Stenmark avait également par le passé remporté 5 succès ici à Adelboden. On va venir au slalom maintenant. Thierry, il y a peut-être un brin de déception avec le meilleur classé, c'est Tanguy Neff 8e. Le bilan global n'est pas celui que vous espériez. Non, c'est sûr que quand on vient au départ d'un slalom, on essaye de faire le maximum pour aller jouer le podium, voir la victoire. Après, Loïc était vraiment parti pour faire une très grande performance. Il a enfourché pour pas grand-chose avant le plat, alors qu'il était vraiment parti très très fort. On ne pourra jamais savoir ce qui serait advenu au fond, mais c'est comme ça, c'est le sport, c'est le slalom et c'est dommage pour Loïc parce qu'on croyait beaucoup en lui. C'était vraiment tracé en plus la deuxième manche avec beaucoup de cadence et un tracé qui lui permettait de s'exprimer pleinement. On remettra le couvert dans une semaine à Wengen. À un moment donné, ça va tourner, ça ne veut pas vraiment nous sourire. Après, Tanguy, je dirais que 8e, il n'est pas très loin non plus. Deuxième manche, il fait une très belle deuxième manche. Il en manque un peu à la première manche. En partant 1, il a été défavorisé quand même avec la météo. Et il faut reconnaître que quand tu perds sur 8 secondes, 47 centièmes sur le meilleur temps sur le premier secteur, ça veut dire qu'il ne reste pas grand-chose sur les 70 qui lui manquent pour la gagne. Et pareil, on va remettre l'ouvrage sur le métier et on va continuer à aller de l'avant. Après, il y a une petite satisfaction quand même avec Ramon qui fait 15 aujourd'hui. Un demi-ticket olympique. Un demi-ticket, je dirais. Il sort la tête de l'eau, Ramon, aujourd'hui. Il sort un peu la tête de l'eau. On y croyait parce qu'il skie très très vite à l'entraînement. Après, il fallait le faire. Il ne nous a pas montré toutes ses qualités sur la première manche. Il s'est qualifié à l'expérience sur le bas. Et à la deuxième manche, j'ai retrouvé à
95% le Ramon de l'entraînement. Mais il a bien switché. Et donc je l'encourage encore à remettre le couvert à Wengen, mais c'était du bon Ramon. Je pensais sincèrement qu'il allait même gagner la deuxième manche, mais Rassa, je ne sais pas où il est passé dans le mur, mais bravo à lui, il est très en forme actuellement. C'est ce qui nous manque, ce petit déclic. On aurait souhaité aujourd'hui entre Loïc et Tanguy que ça nous sourie un petit peu plus, mais on fait le dos rond encore un petit peu, mais on y croit et ça va venir. Tu parlais donc de Ramon qui est quand même peut-être le point positif de ce slalom. Désormais, Tanguy Neff et Loïc Meyer ont déjà leur billet olympique. Ils sont 3 autres à avoir répondu la moitié des critères. Daniel Yule, Mathias Itten et aujourd'hui Ramon Senelson. Ça vous donne un peu un petit casse-tête parce qu'il n'y a que 4 places pour disputer le slalom olympique. Ouais, puis il y a surtout 11 noms par rapport à ça. Donc on ne va pas trop penser aux sélections olympiques. Pour l'instant, on skie, on prépare chaque course les unes après les autres. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et je dirais que ils vont se faire une belle bagarre. Et je voudrais aussi notamment parler de Roquette aujourd'hui, qui a fait une très très belle première manche en partant 37. Il n'a pas pu renouveler ça en deuxième manche. Il a fait une grosse faute avant le plat et ça l'a démobilisé. Mais Roquette est là, il nous a montré qu'aujourd'hui il était capable d'aller chercher aussi un demi-ticket olympique. Donc les Jeux c'est encore loin et c'est très proche. Donc il reste encore 2 beaux slaloms à mettre en place et advienne que pourra, que les meilleurs soient au départ à Bormio d'ici 1 mois. Comme tu dis, 2 slaloms encore qualificatifs le week-end prochain à Wengen et dans 2 semaines à Kitzbühel, celui de Schladming est hors délai pour les qualifications olympiques. Merci Thierry. En parlant d'ailleurs de Jeux olympiques, en ce début de semaine, nous sommes rendus à Berne. Nous avons rencontré le directeur du projet Switzerland 2038. La Suisse pourrait, d'ici 12 ans, organiser les Jeux olympiques. Effectivement, on est ici à Berne avec Frédéric Favre. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Vous avez présenté dans les grandes lignes à Berne donc les contours de ce projet olympique 2038. On va en parler dans cette émission. Mais on va être cash, on va aller droit au but. Comme on dit, ces Jeux olympiques auront lieu en Suisse en 2038. Alors la Suisse peut pas être battue, mais elle peut les perdre. Donc c'est simple, on n'a pas d'adversaire jusqu'en 2027. Le CO a donné une exclusivité à la Suisse. Justement, c'est ce qu'on appelle le dialogue privilégié, c'est ça? Est-ce qu'on peut expliquer aux gens en quoi consiste ce dialogue privilégié? C'est une exclusivité. Le CO s'est engagé pendant plus de 4 ans à parler qu'avec la Suisse pour les Jeux 38. Et puis nous, on a jusqu'en 27 pour déposer un dossier de qualité. Et c'est fait. Ça veut dire que 2027, c'est l'échéance du dossier et directement dans l'enchaînement, le CIO donnera son accord et octroiera les Jeux Olympiques à la Suisse en 2038. Oui, c'est-à-dire que ça tout devrait se faire en 27. C'est la fenêtre de temps où on a une exclusivité. C'est ce dialogue privilégié que tu as dit tout à l'heure. On en est où de ce dialogue privilégié avec la Suisse et du projet concrètement? Alors, le dialogue privilégié, c'est comme on est seul, le CIO, pour la première fois, aide le pays à préparer la candidature. Donc, il nous aide. Même pour eux, c'est spécial, parce qu'ils n'ont jamais fait ça jusqu'à maintenant. Et puis, nous, aujourd'hui, on a présenté ce qu'on verrait comme pas une nouvelle candidature, mais un nouveau modèle. C'est-à-dire, on veut un modèle avec les 4 régions linguistiques, pas de soutien financier des pouvoirs publics en cas de déficit. On ne veut rien construire de fixe et utiliser les transports publics. Et ça, le CEO l'a accepté. Aujourd'hui, vous diriez que le feu, il est au vert, au orange, au rouge. On l'a bien compris, il est plutôt au vert. Bon, alors, en tout cas, techniquement, il est au vert. Ça, c'est sûr. Auprès du CEO, il est au vert. Puis maintenant, on va attendre de voir la lampe, de quelle couleur elle s'allume au niveau fédéral. Au niveau des cantons et des villes, jusqu'à maintenant, c'était assez vert. Dès qu'ils comprenaient que leur responsabilité s'arrêtait à une subvention, comme pour les championnats du monde de Crans-Montana, par exemple, une subvention, et qui n'avait rien à voir en cas de déficit, rien à voir avec ce qui se passe dans d'autres cantons, alors ils étaient tous intéressés. 14 villes, 10 cantons qui sont concernés. On en est où du projet de la mise en place et on parle de pourcentage par rapport au dossier que vous devez rendre en 2027? Bon, nous aujourd'hui, le CEO a dit qu'ils n'avaient jamais vu autant de détails à ce niveau-là, parce que normalement vous recevez quasiment les Jeux, c'est ce que font les Alpes françaises maintenant, je les plains un peu. Ils regardent aujourd'hui pour booker les chambres.
Nous, on est déjà en train de regarder avec les hôtelleries locales d'avoir des réservations pour 38 pour pouvoir montrer au CIO qu'on a les chambres et surtout éviter l'inflation des prix. Donc, on est déjà, nous, au niveau du dossier, à plus de 90% près. On n'est pas ici pour faire de la politique, mais on doit passer par des validations quand même. Et si oui, lesquelles ? Oui, faire de la politique, c'est pas quelque chose de péjoratif, c'est justement faire la société de s'investir en politique. Donc aujourd'hui, les 14 villes et les 10 cantons, au niveau des exécutifs communaux cantonaux, ont donné leur aval. Et dans plusieurs endroits, ils devront aller voir leur législatif. Ça peut être le Grand Conseil, par exemple. Certains pourraient être amenés à voter. Ça dépend de chaque lieu. Ça, c'est différent de chaque lieu. Et là, pour l'instant, nous, on est bon au niveau des cantons et des villes. Maintenant, on passe au niveau fédéral. Si on reçoit les jeux, à ce moment, ils devront faire les démarches auprès des législatifs, par exemple les grands conseils. Et ces votations, elles se font au niveau du financement, au niveau des sites. C'est sur quoi est-ce qu'on serait appelé à voter ? Alors, en Suisse, on peut voter généralement sur une loi ou sur un montant financier. On ne peut pas voter pour une idée comme ça dans le vent. Donc, c'est une commune ou un canton qui demande un budget par exemple, son parlement. Et puis, ce budget, vu le montant, serait soumis à un référendum. Ça, c'est un cas possible. Mais je vous donne l'exemple. Pour Crans-Montana, on a calculé avec des critères objectifs, mais on est arrivé au même montant que ce que Crans-Montana et le canton du Valais payent pour les championnats du monde. Donc, pour le même montant que les championnats du monde, vous pouvez être site olympique pour tout le ski alpin. Tu l'as dit, ce serait uniquement en cas de référendum, il n'y aura pas de votation populaire à proprement dit. Si il devait y avoir un référendum dans un canton ou un autre, est-ce que ce serait un obstacle pour vous ou vous le prenez plus comme une force pour montrer le soutien du peuple ? Non, alors la démocratie, elle est belle. Il ne faut pas aimer la démocratie que quand elle nous donne raison ou qu'on a porté quelque chose. La démocratie, elle est belle quand elle peut s'exprimer. Donc, s'il doit y avoir votation, passer les règles d'une commune ou d'un canton, c'est très bien. Et puis, ça permet de faire l'exercice démocratique. Mais, encore une fois, si je prends les montants qui sont investis, on est dans des montants même inférieurs à ce que certains mettent pour les championnats du monde ou championnats d'Europe. Contrairement à Sion 2026, où le canton du Valais portait avec Sion quasiment tout seul, aujourd'hui c'est 10 cantons, 14 villes. Donc c'est un puzzle géant, puis chacun a une pièce, et puis cette pièce elle est d'une taille raisonnable pour chacun. Et ça c'est nouveau, oui. ce modèle, plusieurs pièces. Ouais. Pourquoi cette volonté justement d'avoir un pays, ce serait une grande première. Alors, c'est la première fois de l'histoire qu'il y aurait un pays candidat à des Jeux Olympiques. Mais c'est l'apprentissage de Sion 2026 et puis des Grisons 22, ou même Lausanne 87, sauf erreur, déjà à l'époque. Le peuple a décidé. Il ne soutient pas une candidature de Jeux Olympiques portée par une région toute seule. Ok. Donc il fallait trouver une solution. Non, il faut le respecter. Et le seul chemin, parce que la Suisse aime le sport, je veux dire, regardez ce qui se passe à Crans-Montana, à Wengen, à Delboden, à la Coupe Spengler. Aux JOJ également. Non, mais les JOJ, c'était incroyable. Donc, tout ça fait que, si on dit, ok, alors, on arrête de dire, nous, on fait tout seul, mais le Valais fait du ski alpin, Lausanne va faire du patinage artistique et du short track, Genève va faire du curling, patinage de vitesse, etc. Et là, chacun soutient comme il soutient un grand événement niveau championnat d'Europe ou championnat du monde. Et cette vision-là, elle a été testée avec l'Euro féminin 25, et on a vu ça donner. Le pays, il se reconnaît, on est dans les valeurs suisses, on n'est pas dans autre chose. Pourtant, à l'époque, que ce soit dans les Grisons ou à Sion, le peuple a refusé d'avoir dans leur région les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé et est-ce qu'on peut, tu le dis, on ne peut pas forcément comparer vu que c'est tout le pays, mais est-ce qu'on sent un engouement supérieur qu'il y a 10 ou 15 ans ? Alors, en tout cas, ce que je sens, c'est que tous les politiques au niveau communal et cantonal que j'ai vus dans toute la Suisse, je les ai tous vus à tous les niveaux. Dès qu'ils comprennent qu'ils ont une responsabilité à une partie, mais pas aux toutes, ils disent « Ah, mais alors si c'est ça, alors nous, ça nous intéresse, parce qu'on a envie de faire partie de cette aventure nationale, fédérer le pays autour d'un projet comme celui-là. » Mais à l'époque, on prenait toutes les responsabilités sur le canton du Valais et la ville de Sion. Aujourd'hui, on doit gérer le ski alpin à Crans-Montana. Je pense que ça va aller quand même. Ça devrait aller. On va poursuivre cette discussion très intéressante. On passe tout de suite une page de publicité.
Ce qui nous différencie, c'est l'engagement en faveur du ski suisse. Pour nous, les pros, mais aussi pour les tout petits. On est de retour à Berne avec le CEO du projet Switzerland 2038 pour des Jeux Olympiques et Paralympiques en Suisse, Frédéric Favre. On va parler un peu de finances, c'est toujours le nerf de la guerre, l'argent. 2,2 milliards, c'est le budget prévu pour ces manifestations. C'est beaucoup de sous, mais il faut également rassurer le peuple. Ce ne sont pas des investissements publics, mais majoritairement privés. Oui, plus de 82%, ce serait du financement privé. Et chaque canton et ville a été appelé pour une subvention, c'est-à-dire un montant qu'il verse pour soutenir un événement comme il le fait pour les autres grands événements qu'il a dans sa région. Et ce qu'on a demandé en plus pour des Jeux Olympiques, ce sont les loteries romande et Suisse-Lose qui vont le donner pour les Jeux Paralympiques. C'est sur 10 ans, toujours. Donc 60 millions, ça fait 6 millions par année sur l'ensemble des Jeux d'argent. Et puis à la Confédération, aussi 60 millions pour les Jeux paralympiques. Puis après, à la Confédération, on leur demande un soutien, je dirais, pour les Jeux olympiques, où là, c'est plus les transports et puis des surcoûts qu'on a dus au fédéralisme. Qu'est-ce qu'on peut répondre alors aux gens qui disent que les Jeux olympiques coûtent toujours plus que prévu ? Là, ce ne sera pas le cas. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le contribuable qui va payer, puisque ce sera géré comme une entreprise privée. Donc, encore une fois, aujourd'hui, on a l'économie privée du pays qui est en train de se réunir pour amener 200 millions de garanties de déficit, en plus des 200 millions de réserves qu'on a dans le budget. Donc, on a compris que la déficit de garantie des pouvoirs publics était impossible en Suisse. Le contribuable n'en veut pas. On a pris note. Et puis, un événement privé, par contre, il peut se financer de manière privée. Justement, ces déficits garantis, ces garanties, vous les trouvez, vous les avez trouvés, vous êtes en cours de trouvailles, si on peut dire ça comme ça. Alors, je sais pas, vous avez quelque chose sur vous, on peut discuter. Non, alors, on est en cours, on a déjà des confirmations qu'on communiquera dans les prochaines semaines, prochains mois, parce qu'évidemment qu'on parle de grandes entreprises de ce pays qui croient dans un projet fédérateur, qui veulent offrir quelque chose à la Suisse, parce qu'on voit que les jeunes générations, aujourd'hui, quand on leur parle de sport, que ce soit des championnats d'Europe, du monde, de Jeux Olympiques, ça fait vivre la société bien au-delà du sport. On prend l'exemple de Milan Cortina 2026, des Alpes françaises 2030. Il y aura Salt Lake City entre deux en 2034 et ensuite donc Switzerland 2038. On a l'impression que des jeux dans un seul et même lieu, c'est presque impossible, en tout cas en hiver désormais. Et c'est un nouveau modèle que l'on met en place pour avoir des Jeux Olympiques décentralisés. Oui et non, parce que, de nouveau, nous, on propose un nouveau modèle. On voit que Milan Cortina et les Alpes françaises vont pas mal l'utiliser aussi. Mais il y a d'autres pays dans le monde qui sont intéressés à faire les Jeux Olympiques. Et ça, il faut tout de suite le dire. Il y aura des Jeux Olympiques en 38. Si la Suisse les veut pas, ils se feront, mais ailleurs, avec d'autres modèles. Puis là, vous avez des pays qui sont prêts à tout centraliser. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs, les mêmes règles que nous. Mais il faut savoir que ce modèle-là, il peut être porté par certains pays, mais peut-être pas par d'autres. C'est compliqué justement en termes d'hébergement, de transport, de logistique, d'avoir des sites éparpillés un peu dans tout le pays. C'est une contrainte supplémentaire ou au contraire, c'est positif parce qu'on utilise quelque chose qui existe déjà. Tu l'as dit, c'est positif. Pourquoi ? Parce qu'on utilise ce qu'on a. Aujourd'hui, si on prend le cas de Crans-Montana, c'est le même nombre d'athlètes et d'accompagnants, donc soigneurs, coachs, que pour les championnats du monde. Donc on cherche le même nombre de chambres qu'eux. On va avoir le même nombre de spectateurs que pour les championnats du monde. On ne va pas en amener 5 fois plus, c'est pas possible. Donc il y a des endroits où il peut y avoir des goulets d'étranglement, ça c'est évident. On pense par exemple à Engelberg pour le saut à ski ou le ski de fond. Et là, on va adapter avec des moyens de transport régionaux, mais la billetterie sera au maximum ce que les transports peuvent amener.
pas plus. Si vous prenez les matchs de hockey, il y a moins de spectateurs pendant les Jeux Olympiques qu'en National League, parce que vous avez des endroits publicitaires, vous avez des endroits prévus pour les sponsors familles olympiques, etc. C'est qu'il y a des places assises également. Alors pas forcément, non, je te corrige. On peut imaginer les places debout. C'est une des choses qu'on a en tête pour permettre au maximum de gens de participer, c'est de garder des places debout. C'est quelque chose qui peut apparemment se faire. C'est vrai qu'on préfère souvent les places assises, elles ramènent plus d'argent et puis tout. Mais nous, on doit trouver un bon chemin entre arriver à le financer et puis donner une chance à un maximum de gens de venir voir les Jeux. Et le projet s'appuie aussi sur que les sites qui sont existants. Et ça, c'est la force du dossier. Exact. On a tout en Suisse. On peut même, parce que jusqu'à maintenant, on a toujours pensé faire le patinage de vitesse à l'étranger. Aux Pays-Bas. Ah oui, la Hollande, c'est le pays, un des pays patinage de vitesse. Mais il y a un lieu en Suisse où on peut le faire à l'intérieur, où il n'y a pas de pylône dans une salle, qui peut avoir un ring de 400 mètres. C'est pas l'Expo. Il manque 1,5 mètre. C'est le tapis des arbitres qu'on va rogner. Rétrécir un peu. Voilà, exact. Mais ça, c'est bon. Les patineurs, c'est la même chose. Donc, on peut tout faire. On a des tremplins, on a des pistes de baume, une piste de baume, on a des patinoires, on a des montagnes pour le ski, on a tout ce qu'il faut. Donc, il y a deux visions. Soit tu fais les Jeux en disant, on aimerait les Jeux pour construire, ce qu'il y a beaucoup eu, puis les dépassements, c'est souvent arrivé là. Soit comme la Suisse, tu dis non, mais nous on a construit, puis l'héritage de nos investissements publics dans des patinoires, des aires d'arrivée, c'est qu'on peut avoir les Jeux. Donc on en profite maintenant. Voilà, c'est ça. Exact. On profite de ceux qui existent, d'accord. Ouais. On n'aura donc pas de retard de livraison comme à Milan Cortina. Tu peux pas avoir de retard de livraison de quelque chose que tu construis pas, ça on a compris. Et surtout un savoir-faire qui va avec, puisque tous ces lieux accueillent des grandes manifestations, que ce soit des Coupes du Monde ou des championnats du monde. Tu as déjà parlé de Crans-Montana, il y a le ski freestyle en Engadine l'année dernière, les championnats du monde de hockey en 2026. Oui, c'est ce savoir-faire aussi qui doit être mis en avant. Ouais, et tu as le curling à Genève, bientôt le championnat du monde, championnat d'Europe de patinage artistique à Lausanne, biathlon à Lenzerheide. Donc la Suisse, on avait analysé ça, est certainement un cas d'école où sur 10 à 15 ans, hormis le patinage de vitesse et le short track, on a tous des championnats du monde, championnats d'Europe ou Coupe du Monde. Donc, toutes les disciplines représentées. Olympiques. Donc autant dire, et si le ski mountaineering, la peau de phoque, comme on aime bien l'appeler, elle reste, parce qu'elle est invitée à Milan Cortina, eh bien, on a eu les derniers championnats du monde à Morgin, par exemple. Donc, la Suisse, elle a ce savoir-faire avec des gens. Alors évidemment, on a des personnalités qui savent mener des candidatures ou organiser comme Marius et Hugo ou d'autres, mais il y a un savoir-faire qui se transmet. Et c'est aussi grâce à ces événements que ça perdure. Tu parles de toutes ces disciplines. On voit d'ailleurs maintenant une carte à l'écran. On voit qu'il y a le ski alpin avec Crans-Montana. C'est une carte qui est figée, qui est appelée à évoluer. Pourquoi et comment est-ce qu'elle peut encore évoluer ? Alors, c'est une carte dynamique parce qu'on est à 12 ans des Jeux. Donc évidemment qu'on va devoir prendre en compte l'évolution des infrastructures, mais également si un lieu ne veut ou ne peut plus participer à ce projet national. Qu'est-ce qui se passe là, justement ? Si une région dit on ne veut plus, on a d'autres solutions. Alors on a des possibilités de repli sur tout, y compris à l'étranger pour le patinage de vitesse, mais encore une fois, on n'est pas en train de parler d'une responsabilité où une région porte un tout, mais de faire une partie de ce qu'il fait habituellement. Si vous prenez l'Enserheide, ils viennent de faire les championnats du monde de biathlon, ils ont l'aréna pour. Si on a fait une aréna pour les championnats du monde, je vois pas le sens de dire non, on veut pas faire les disciplines olympiques. On parle des mêmes disciplines, des mêmes athlètes. Si on prend Crans-Montana et comment se sont passés les dialogues, les formalités administratives pour valider le choix de Crans-Montana comme site pour le ski alpin. Alors, je vais être très franc, c'est les fédérations sportives qui ont été, puisque pour la première fois, c'est les fédérations sportives qui ont créé une association avec Suisse Olympique et Suisse Paralympique pour porter une candidature. Habituellement, on avait des personnalités, on avait l'économie, on avait le tourisme et tout. Là, c'est les fédérations sportives. Et un des éléments qu'on avait discuté avec Urs Lehmann à l'époque, c'est justement d'aller dans le sens qui fait sens pour la relève, pour les infrastructures. Et là, je peux vous dire, sans trahir de secret, que Suisse Ski, Urs Lehmann à l'époque, Diego Tüger,
ont vraiment voulu que ce soit Crans-Montana pour qu'il y ait ce savoir-faire, l'héritage des championnats du monde. Et ça, je dois dire que c'est quelque chose qui est important quand on dirige une association comme moi, c'est que les fédérations nous ont apporté leur savoir-faire. Et utiliser notamment le stade d'arrivée qui arrive, enfin voilà, ça exemplifie ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, quoi. Ouais. Tu parlais avant de ski alpinisme notamment, il n'est pas encore présent sur la carte à proprement dit. On peut également parler du freeride. Si on parle de ski alpinisme, c'est Morgin. Si on parle de freeride, c'est peut-être Verbier. Est-ce que il y a également ces sites sont déjà également consultés pour accueillir ces sports qui ne sont pas officiellement olympiques? Non, pas du tout. D'accord. Non, parce que d'abord il faudra avoir les jeux. Oui. Non, les règles, c'est qu'on prend le plan de Milan-Cortina, mais comme le ski alpinisme est invité, il n'est pas pris en considération dans le Venue Master Plan. C'est-à-dire le Venue Master Plan, c'est le plan de répartition des sites. On sait que le freeride a de bonnes chances de devenir olympique aussi. Je lui souhaite d'ailleurs parce qu'il le mérite et ça apporterait un joli vent nouveau. Donc on étudiera ces éléments après l'attribution et puis de savoir avec les fédérations internationales quels sports elles intègrent ou pas avec le CIO. Après, nous, on peut en inviter. Celui qui reçoit les jeux peut en inviter. Alors tout ça va aussi de ballon avec comment on finance, parce qu'avoir des sports supplémentaires, c'est des coûts supplémentaires. Ça implique des coûts, voilà. Et puis il faut être franc aussi avec les différents lieux qui peuvent imaginer recevoir quelque chose. On peut pas avoir des lieux trop éparses. Les athlètes ont demandé de pouvoir rester quand même dans l'esprit olympique. Ça veut dire que dans l'idée, ils doivent être proches déjà d'un lieu existant, parce qu'on peut pas avoir 15 lieux avec 15 hôtels répartis dans la Suisse où les athlètes dorment et puis voient jamais les autres. C'est pas un cumul de championnats du monde, les Jeux Olympiques. Tu parlais que c'est pas un cumul de Jeux Olympiques et puis que vous l'avez présenté durant cette conférence de presse. Ce ne sont pas des villages olympiques à proprement parler, ce sera des clusters à Lausanne, à Zug et à Saint-Maurice. C'est juste. Non. À Lucerne. À Lucerne, pardon. Oui. Pourquoi ? Parce que Lucerne n'a pas de sport, mais le hockey à Zurich et à Zug et le saut à ski et nordique, combiné nordique à Engelberg peuvent aller dormir à Lucerne. Donc même un lieu qui n'a pas d'infrastructure sportive d'hiver utile à ce moment-là du projet, on peut les retrouver. Les autres seraient au Grison, les autres à Lausanne. Il y a deux, ce qu'on appelle stand-alone, ça veut dire des lieux autonomes. C'est Crans-Montana pour le ski alpin et Lugano pour une partie du tournoi de hockey. Dans les hôtels existants. Effectivement, ce qu'on aime bien appeler les hameaux olympiques, c'est très suisse. On arrive gentiment au terme de cette émission. Déjà, malheureusement, on pourrait discuter encore des heures. C'est intéressant, ce projet olympique. On voulait encore savoir qu'est-ce qui motive Frédéric Favre tous les matins au réveil à travailler pour ce projet olympique 2038. Je crois que c'est d'apporter un projet qui va fédérer ce pays et puis toutes les générations. Au-delà du sport, les événements culturels qu'il y aura avant, après l'événement sportif, le fait d'avoir les 4 régions linguistiques, de pouvoir imaginer peut-être des échanges de bénévoles dans le pays. Moi, ce qui m'a le plus touché à Paris, quand j'ai pu aller voir les Jeux Olympiques d'été, c'était les enfants que je croisais avec leurs parents, avec les drapeaux des pays sur les joues dessinés. Puis là, on se dit que les malheurs et les problèmes, ils arrivent tout seuls, mais les moments de bonheur, on doit travailler pour les avoir. Donc, travailler pour ça, c'est un vrai honneur. CEO de Switzerland 2038, c'est un job de rêve ou un sacré casse-tête permanent ? Ah, c'est les deux. C'est un casse-tête permanent. Là, vous comprenez, c'est de faire de la politique au niveau national. Il faut aller voir toutes les régions avec leurs sensibilités. Mais comme je l'ai dit, imaginez qu'on pourrait fédérer le pays autour d'un nouveau modèle qui se veut un vecteur de moments positifs. C'est une chance et un honneur. Tu as parlé des Jeux de Paris, Jeux d'été, mais ton premier souvenir des Jeux d'hiver ou un souvenir qui t'a peut-être marqué à la télé ou sur place ? Ouais, je crois que c'était la finale au Canada contre les États-Unis. À Vancouver À Vancouver, ouais. Et là, c'était... Tu étais sur place ? Non, j'étais pas sur place, mais en tant qu'arbitre de hockey en Ligue nationale, en tant que joueur à l'époque, c'était le temple du hockey. Et là, d'avoir cette finale de rêve, alors évidemment, en 38, on a prévu plutôt Suisse-Canada en finale, ouais. mais là, c'était juste incroyable avec ce but de fin. Ouais, c'est toujours un peu les frissons quand on en parle. Et puis,
les Jeux, si je peux juste finir avec ça, ils ont 2 éléments supplémentaires par rapport à des championnats du monde. Un, vous avez principalement des fédérations, des athlètes qui ne peuvent pas venir au championnat du monde parce que c'est beaucoup plus restrictif. Donc on voit des gestes, on voit des moments qui sont juste incroyables. Et puis l'autre élément, c'est que souvent la fan zone, oui, qu'on a en championnat du monde, un petit peu ou autre, mais la fan zone, c'est presque une région, voire là, ce serait un pays. C'est tout le pays. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous motiver pour 10 ans. Allez, pour conclure, si tu te retrouves avec quelqu'un sur un télésiège, en 30 secondes, si tu dois lui expliquer ce que c'est le projet olympique Switzerland 2038, qu'est-ce que tu lui dis? Une personne qui n'a aucune idée de ce que c'est. C'est réunir tout le monde autour du sport dans les 4 régions linguistiques du pays pour vivre les plus belles émotions ensemble. Et ça, c'est quelque chose que seule la Suisse peut offrir. Donc on a envie de réinventer le modèle olympique. On a envie de mettre les valeurs suisses au profit de la société. Et ça passe par un projet sportif, mais qui va aller bien plus loin que le simple sport. Merci Frédéric Favre d'avoir participé Merci. à cette émission. Donc on l'a bien compris, ça sera 2027 le dépôt de dossier de candidature. Vous êtes les seuls engagés dans un dialogue privilégié avec le CIO. Grégory, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau candidat, c'est ça? Avec un nouvel invité de choix, c'est juste? Puisqu'il y a pas mal de compétitions qui vont se dérouler en Valais ces prochaines semaines. Il y aura du ski cross à Vezona, il y aura la Coupe du Monde de ski alpin à Crans-Montana. Donc un peu de ski de fond. Un peu de ski de fond entre deux aussi. À Goms. Exactement. Donc on vous promet des belles surprises. Des belles surprises. C'est ça. Allez, bonne salut, soirée, ciao. L'après-ski, une émission du Nouvelliste avec le soutien de Ski Actu. Retrouvez l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV avec le soutien de Bliblablo et Net Plus. Ski Valais. Raiffeisen, sponsor de Swiss Ski depuis 2005.